La beauté pour moi, c'est d'abord de beaux cheveux. Moi j'ai choisi la beauté Elseve. Elseve de L'Oréal, c'est mon shampoing doux qui en plus fait du bien à mes cheveux. Jour après jour, Elseve apporte ses bienfaits à chaque nature de cheveux. La vitalité des vitamines, la force des protéines et nouveau, la brillance du jojoba. Shampoing et après-shampoing Elseve de L'Oréal, le bienfait en plus de la douceur, jour après jour. J'ai chaud, quand c'est le calme plage, c'est ce qu'il me faut. Il me faut force 4, il me faut la vague, une vague de fraîcheur qui déçoive. Panaché, force 4, ça déçoive. Le nouveau Petit Marseillais savon douche est carré comme un petit Marseillais. Et comme c'est du vrai savon, pure huile végétale, il est tout simplement doux pour la peau. Alors, on a vraiment envie de se doucher tout le temps. N'importe où. Savon douche Petit Marseillais, douchez-vous pur et simple. Oui, alors tu comprends, moi j'ai tout lu. J'ai lu Xénophon dans le texte, j'ai lu Platon, tu sais, j'ai lu Montesquieu, j'ai lu Kierkegaard, j'ai lu Proust, j'ai lu Abélard quelque part, j'ai lu Dostoïevski, j'ai lu Goethe, en fait j'ai lu Montaigne, Dante, Bossuet, Madame de Staël, j'ai lu... En tout cas, t'as pas lu Vénilia. Vénilia, les papiers peints à lire absolument. Absolument. La nouvelle Lada Samara 1100 est aussi spacieuse, avec ses 5 places, qu'elle est économique. À 40 990 francs, c'est tout dire. Je vais à Bandol. Comme moi. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. C'est bon, on dirait de la badoie avec de la menthe. Bien sûr, c'est badoie menthe. Vous préférez badoie citron? Mon cœur bat, ravir et chancelle, c'est l'amour. Il vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, Tout compte bonjour, fait, j'essaierai bien badoie citron. Badoie menthe, badoie citron, il y a de la joie dans la badoie. Frolic, frolic. Les chiens sont fous de frolic. Pas étonnant avec toutes ces bonnes viandes. Frolic, si bon qu'ils en raffolent. Quand on n'a rien à cacher. Quand on n'a rien à cacher, on le montre, on le montre. Joker n'a rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit nu. 1789, le peuple avait son hit parade. 1989, la France a son premier disque révolutionnaire. 15 artistes prestigieux chantent la Révolution française. Révolution française, un disque réalisé pour Médecins sans frontières. Ce salaud est encore en vie. On a 2 meurtres sur les bras liés à un trafic de drogue. Restez pas là. L'un est blanc, l'autre pas. Est-ce qu'ils l'ont tué? Oui, ils l'ont tué. 2 flics, une équipe. Dans le sud profond, plus qu'une aberration, c'est une véritable provocation. Série brûlante, dans la chaleur de la nuit, sur la une. Et dans quelques instants, Geneviève Gallet vous présente les dernières informations de ce vendredi 14 juillet. Un soir, René apprend à Juliette une nouvelle étonnante. Ils sont nez à nez, les yeux dans les yeux, mais quel est le plus étonné des deux? De surprise en surprise, le mystère s'épaissit. Fol amour, c'est le titre de cette mésaventure à suivre à 1h05 tout à l'heure. Des truands s'emparent d'un sous-marin ultra perfectionné, mais Solo et Ilia découvrent le défaut de la cuirasse du submersible et la machination prend l'eau. Des agents très spéciaux qui ne manquent pas d'air à 1h30. Mais tout de suite, c'est une dernière en compagnie de Geneviève Gallet. À tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir. 14 juillet de fête et de faste. 14 juillet exceptionnel, à anniversaire exceptionnel en ce bicentenaire de la Révolution. Le 14 juillet, évidemment, c'est avant tout la revue. Si vous ne l'avez pas suivi avec votre périscope sur les Champs-Élysées ou sur TF1 ce matin, voici quelques belles images commentées par notre PFAT de réserve, Véronique Lafont. 10 heures ce matin, un ballet géométrique ouvre la cérémonie.
Peu de temps après, 9 Alpha Jets de la patrouille de France pavoisent le ciel de l'Arche de la Défense à la pyramide du Louvre. 90 avions survolent cette magnifique perspective. Le ton est donné devant près d'1 million de Parisiens et touristes, un record d'affluence pour ce défilé. À l'honneur aussi les écoles militaires, avec en tête Polytechnique Saint-Cyr. Autre vedette de ce défilé, la Légion, qui a une fois de plus battu tous les records à l'applaudimètre, remportant la palme devant les chasseurs alpins, les pompiers et la garde républicaine. Près de 5000 hommes descendront les Champs-Élysées. Suivent les blindés, 300 au total, avec les AMX-10 et 30. Et pour refermer ce défilé, c'est de nouveau un balai aérien de 120 hélicoptères de combat. Et tout cela sous les yeux des grands de ce monde, protégés par une vitre blindée, sécurité oblige. À peine les militaires avaient-ils regagné leur caserne que débutait la traditionnelle garden party de l'Élysée. Là aussi, affluence record avec quelques 6000 invités réunis sous le signe du tricolore. Comme à une fête champêtre, célébrités, hommes politiques, socialistes surtout, militaires, notabilités de province, tout ce petit monde évoluait en rang serré sur la pelouse de l'Élysée, dégustant à chacun des buffets les spécialités régionales, généralement présentées dans un décor révolutionnaire. Mais tout aussi traditionnel, le jour de la fête nationale, l'interview télévisée du président de la République. À cette occasion, le chef de l'État a abordé avec Gérard Carrérou et Claude Sérillon un certain nombre de sujets allant de la Révolution aux 10 de Renault, en passant par Anis Nakache et le Tour de France. Et il a annoncé qu'il souhaitait une révision constitutionnelle. Voici quelques extraits suivis de l'analyse de Jean-Luc Manot. Pour moi, c'est une date majeure. C'est la naissance de la République, c'est la naissance des temps modernes, c'est l'avènement de la démocratie. Et c'est la France qui incarne cette bataille pour la libération de l'homme. Ça vaut la peine d'être célébré. Alors, bien entendu, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord déjà en 1789. Je ne dis pas que c'est les mêmes, bien entendu. Mais enfin, il y a des traditions. Alors, cela ne me choque pas, mais j'entends bien leur répondre. Il est important que la France célèbre sa grande révolution qui est devenue une révolution universelle. Le revenu minimum d'insertion, c'était une façon d'aider tous les exclus de la société. Donc l'impôt sur les fortunes et les grandes fortunes, c'est une façon de réduire l'inégalité par le haut, par la fortune, par la richesse. Bon. Cette pensée-là doit s'appliquer dans beaucoup d'autres domaines pour que la redistribution honnête, sans esprit de système, sans nier l'importance de l'initiative, sans vouloir attenter aux droits acquis. Mais je crois qu'il est nécessaire de poursuivre notre marche vers une plus grande égalité dès lors que le mérite est reconnu. Je souhaiterais que tout Français puisse s'adresser au Conseil constitutionnel lorsqu'un droit fondamental, lorsqu'il estime, bien entendu, que ce droit est méconnu. Bien entendu, il faudrait associer les institutions existantes, Conseil d'État, Cour de cassation, pour la démarche qui conviendrait. François Mitterrand a tout d'abord voulu répondre aux critiques qui lui sont adressées sur le bicentenaire. Il a regretté que l'opposition n'ait pas su faire preuve en la matière de davantage d'esprit consensuel. Mais il ne s'en étonne pas. Il a expliqué que ceux qui n'étaient pas d'accord aujourd'hui étaient les mêmes qui n'étaient déjà pas d'accord en 1789. En clair, la droite reste la droite. Au contraire, le président n'a pas voulu couper les ponts avec ses critiques de gauche. Il est même allé jusqu'à dire qu'il aurait bien participé à la manifestation organisée par le chanteur Renaud. Mais il a rappelé que la France faisait déjà beaucoup pour le tiers-monde et que lui, François Mitterrand, était l'avocat des pays du tiers-monde. L'initiative maintenant, il s'agit de l'annonce d'une prochaine révision constitutionnelle qui permettra la saisine par tous les Français du Conseil constitutionnel. L'initiative est importante et elle s'insère dans le cadre d'une volonté de modernisation des droits de l'homme. Elle a pour avantage, en outre, d'embarrasser la droite. On voit mal en effet comment l'opposition pourrait refuser sur le fond un tel progrès. François Mitterrand reste donc fidèle à sa stratégie. D'un côté, réaffirmation des principes de gauche, de l'autre, affirmation d'une volonté de consensus comme méthode politique.
peu de réaction de l'opposition à la proposition de François Mitterrand. Le Front National et l'UDF estiment que le droit au référendum d'initiative populaire serait une réforme bien plus utile que celle qui est proposée. Quant au RPR Jacques Toubon, il suggère la prudence, craignant du coup un bouleversement de notre ordre juridique. Qui dit fête nationale dit promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Sont notamment distingués en cette fête du bicentenaire les historiens Maurice Agulon, Emmanuel Leroy-Ladurie, Mona Ozouf et Michel Vauvel, les intellectuels François Giroud et Alfred Grosser, les artistes Edwige Feuillère, Madeleine Robinson, Michel Etcheverry, les champions olympiques Pierre Durand, Jean-François Lamour et Philippe Riboud, ainsi que le navigateur Olivier de Kersauzon. Voilà pour la partie franco-française. Mais c'était aujourd'hui aussi l'ouverture du sommet annuel des 7 principaux pays les plus industrialisés, dits pays riches. Un sommet dont l'ordre du jour peut se résumer ainsi: dette, relations Est-Ouest et environnement. Compte rendu de cette première journée, Pierre Thivolet. Le 15e sommet des 7 grands pays industriels a commencé hier un peu avant 17 h par la traditionnelle photo de famille devant la pyramide du Louvre. Les 7 chefs d'État et de gouvernement s'engouffraient ensuite dans le musée, vidé pour l'occasion de ces touristes pour une première séance de travail. Au même moment, Roland Dumas engageait des discussions avec ses 6 autres collègues des affaires étrangères afin de mettre au point la déclaration politique qui sera signée aujourd'hui et qui devrait concerner les droits de l'homme dans le monde et notamment la situation en Chine. À l'autre extrémité de Paris, dans son ministère flambant neuf, Pierre Bérégovoy planchait sur la 2e déclaration du sommet. Il y sera non seulement question de la situation économique et financière dans les pays développés, mais aussi de la dette des pays du tiers-monde. Et là, on sait que les points de vue, notamment entre Français et Américains, sont fort éloignés et que 2 jours ne seront pas inutiles, sous la pyramide, pour aboutir à un accord. La dette, donc, a été le sujet majeur des 7 cet après-midi. Mais apparemment, Philippe Beauchard, il y a divergence entre les positions des anglo-saxons et des Allemands, d'une part, et celles des Français et des Japonais, d'autre part, sur la manière de régler le problème de la dette. En effet, Geneviève, il n'y a jamais que 15 ans qu'on parle de la dette, et chaque année, c'est plutôt pire. Actuellement, le montant total de la dette des pays pauvres est de 1300 milliards de dollars. Et les remboursements des pays pauvres, cette année, seront de 130 milliards de dollars. Les pays pauvres vont d'ailleurs plus rembourser qu'ils ne vont recevoir. Alors, on a tenté d'étaler les remboursements, on a payé à fond perdu, ça n'a pas servi à grand-chose. Tout à l'heure, sous la pyramide, Mitterrand, reprenant la demande de 5 pays fortement endettés, a proposé un véritable dialogue nord-sud. Ce n'est pas la première fois et ça n'a pas donné grand-chose. Eh bien, ce sera non. Ont répondu en chœur les Américains, les Allemands et les Anglais. Car, pour eux, Mitterrand cherche à politiser le débat. En clair, Bush, qui aime bien le spectacle, trouve que Mitterrand, comme d'autres, est « this make is too much », c'est-à-dire qu'il en fait beaucoup, et que surtout, il tente de prendre en otage le tiers-monde, y compris dans le défilé que nous voulons voir de M. Gould. En réalité, il y a 2 conceptions de la dette. Pour les Américains, la dette, c'est la dette qui est due par l'Amérique latine à des grandes banques américaines. Et les banques américaines risquent de sauter si on n'appure pas la dette de l'Amérique latine, y compris du Mexique, du Brésil et du Venezuela. Et puis, il y a la dette conception française. Pour alléger la dette, dit en gros Mitterrand, appuyé par les Canadiens et par les Japonais, il faut que les contributions des pays riches augmentent auprès du Fonds monétaire. Il faut que tout le monde paye. En fait, il y a 2 conceptions opposées et une véritable bataille. Bush fait les comptes et Mitterrand se croit aux Champs-Élysées, défendant le 14 juillet des pays pauvres. Certes, on a reparlé dette au dîner des 7 à l'hôtel de la Marine, mais on a aussi parlé politique, en évoquant notamment les changements qui se profilent dans les pays de l'Est, comme si l'ombre de Gorbatchev avait plané ce soir sur la Concorde. Guylaine Laurent. Mikhaïl Gorbatchev, l'homme du changement, celui qui, pour des raisons économiques, décida de mettre fin à la politique interventionniste de l'Union soviétique, est bel et bien au cœur des discussions. Et ce n'est pas le président américain qui dira le contraire. Après s'être rendu en Pologne et en Hongrie, George Bush tient à ce que détente et désarmement soient à l'ordre du jour du sommet des 7. Et George Bush demande aux participants du sommet de coordonner leur soutien économique à l'égard de l'Europe de l'Est. Mais si les États-Unis encouragent haut et fort les réformes soviétiques, il n'en est pas moins vrai que leur aide reste timide. Preuve en est 100 millions de dollars pour le secteur privé polonais et non les 10 milliards qu'espéraient Lech Walesa et Solidarité.
Même timidité de la part de la Grande-Bretagne. Peut-être sceptique quant à la réelle évolution économique à l'Est, Margaret Thatcher garde une certaine prudence. Beaucoup plus méfiant, le Japon, qui craint un éventuel rapprochement entre Moscou et Pékin. Dans ce contexte, la France, elle, souhaite une action plus énergique et une réponse plus généreuse face aux besoins des pays de l'Est. Même position de la part de l'Allemagne de l'Ouest, pour qui réformes politiques et économiques sont liées. Et depuis longtemps, Bonn souligne que l'Europe ne doit pas s'arrêter au rideau de fer. Quelques brèves nouvelles de l'étranger. Des dizaines de milliers de Hongrois ont rendu un dernier hommage à János Kadar, l'ancien chef du Parti communiste hongrois décédé le 6 juillet. Lech Walesa, le leader de Solidarité, a fait savoir que son mouvement serait prêt à coopérer avec le général Jaruzelski s'il était élu président. Au Liban, des obus de gros calibre tirés à partir des zones sous contrôle syrien ont atteint pour le 3e jour consécutif le quartier résidentiel du pays chrétien de Beyrouth. Une femme a été tuée et 8 civils blessés. Enfin, le bilan des inondations qui ravagent le sud-ouest de la Chine depuis une semaine s'élèverait à 814 morts. Hausse de 16,51 points de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles qui, pour la première fois depuis le 8 octobre 1987, a passé la barre des 2550 points. À Wall Street, toujours, le dollar est reparti à la hausse à New York. La monnaie américaine cotait 6,48 francs contre 6,40 francs la veille. Évidemment, pas de bourse à Paris en ce jour férié. Christian Dornier, l'auteur de la tuerie de Luxiol dans le Doubs, qui a fait 14 morts et 8 blessés, ce forcené a été inculpé aujourd'hui d'assassinat et de tentative d'assassinat. Et c'est dans une atmosphère pesante que se sont déroulées les obsèques des victimes. Jean-Pierre Stucky. C'est toute une région profondément meurtrie qui a enterré ses morts cet après-midi. Une foule très nombreuse est venue témoigner sa peine aux familles. 8 des victimes, dont 2 enfants dans des cercueils blancs, ont été inhumés à Verne, petit village à côté de Luxiol. Les 6 autres dans 5 églises des alentours. La vie ne pourra plus jamais être ici comme avant, a déclaré le prêtre qui présidait la cérémonie. Et puis parmi les hommages, 8 gerbes de roses envoyées par le président de la République. Après l'office, les cercueils ont été enterrés dans le cimetière du village en présence des familles. L'auteur de la tuerie, quant à lui, Christian Dornier, a été inculpé d'assassinat aujourd'hui et transféré à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Des experts psychiatriques seront rapidement désignés pour l'examiner et déterminer son degré de responsabilité. 3 jeunes hommes d'origine maghrébine ont été tués à l'arme blanche ou par balle dans 3 régions différentes dans la nuit précédant le 14 juillet. Il s'agit d'un Tunisien de 23 ans en Haute-Savoie, d'un Marocain de 21 ans en Côte d'Or et d'un fils de harki de 22 ans dans le Gard. Triplé français cet après-midi à l'arrivée de la 13e étape du Tour de France cycliste entre Montpellier et Marseille. Sur le podium, dans l'ordre, Vincent Barthaud, Jean-Claude Colotti et Martial Gaillan. Pourtant, à 60 km de l'arrivée, ce sont Laurent Fignon et Charlie Mottet qui menaient le train. Ils se sont échappés et ont compté jusqu'à 50 secondes d'avance sur le peloton avant d'être rejoints par leurs poursuivants. À l'arrivée donc, Vincent Barthaud en tête. Pas de changement au classement général. Laurent Fignon conserve le maillot jaune, suivi de Greg LeMond à 7 secondes et de Mottet à 57 secondes. Et puis un nouveau record de France en athlétisme, et pas le moindre, puisque l'épreuve reine du 100 mètres, Laurence Billy a couvert cet après-midi la distance en 11 secondes et 14 centièmes lors des Jeux de la francophonie au Maroc. Elle améliore ainsi d'1 centième le vieux record de Chantal Rega établi en 1976. 1 million de personnes auraient assisté ce soir au grandiose spectacle parade opéra-ballet de Jean-Paul Goude. On ne sait pas exactement comment le définir. Un programme en 12 tableaux parti de l'Arc de Triomphe à 21h50 et que vous avez tous vu, je l'espère, sur notre chaîne. Parmi les spectateurs, Jacques Barbeau, qui a recueilli les premières impressions du public. 1 million de personnes au moins étaient présentes ce soir, un chiffre incontestable et qui ne tient pas compte du public coincé dans les rues adjacentes des Champs-Élysées. Certes, il y a eu des bousculades et quelques évanouissements, mais dans l'ensemble, le public était serein et ravi.
que vous pensez de ces robes? Elles sont fantastiques, c'est génial. Je crois que c'est un des moments les plus réussis du défilé. C'est bien, mais il y a trop de temps mort entre les différents tableaux, donc c'est un peu long, quoi. Il fallait en effet attendre parfois 5 minutes avant le prochain tableau, mais on pouvait swinguer au son d'une disco britannique, entraînant une chorégraphie de Léa Anderson sur le thème du rhume, avec l'appui artificiel des pompiers londoniens. Bref, l'audimat et l'indice de satisfaction sur les champs étaient fort bons, et Jean-Paul Goude a incontestablement gagné son grand soir. Des ampoules en perspective pour tous ceux qui étaient debout, et ils étaient la majorité, mais des images somptueuses plein la tête qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ceux qui assistaient cet après-midi à l'Opéra Bastille, au Tédéum d'Hector Berlioz, dirigé par Georges Prêtre, ceux-là non plus n'oublieront pas de sitôt ce premier concert public. On a frisé l'émeute. Il y avait 3 fois plus de monde sur la place de la Bastille qu'à l'intérieur du nouvel opéra. Alors pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'entrer, voici, avant de nous séparer, un petit extrait du concert. Bonne nuit et à demain. Citoyens, bonjour. Le jour d'aujourd'hui sera comme le jour d'hier, qui fut excellent. Celui-ci sera délicat. Voici la situation telle qu'elle s'est présentée toute la journée. Très beau temps sur l'ouest, le midi, malgré quelques petits nuages sur les Landes. En revanche, des nuages prévus d'ailleurs sur un quart nord-est, mais qui laissaient passer, comme vous le voyez ici, le soleil. Élargissons l'animation satellitaire pour retrouver un gigantesque anticyclone. C'est l'anticyclone des Açores ici. La situation est inchangée, toujours des dépressions qui évoluent sur son flanc nord-est, mais qui sont très peu actives. Regardez ce que cela donne avec les sigles habituels. Une carte météorologique de la météorologie nationale qui a repris son travail. Voici l'anticyclone des Açores et voici tous ces petits fronts qui ondulent à la lisière nord-est. Donc puisque c'est inchangé, brisons-la et regardons le temps de demain matin. Ce sera du beau temps partout, à l'exception tout de même de brumes, brouillards ou nuages bas sur les Landes, le centre, le nord-est, la Franche-Comté, le bassin parisien, le nord, l'Artois, les Ardennes, les Flandres, les côtes de la Manche, le Cotentin, la Bretagne et quelque part ailleurs aussi. Sinon, ce sera du soleil. Toujours un peu de Mistral dans la vallée du Rhône. L'évolution de l'après-midi, c'est exactement comme hier, savoir du soleil de la Bretagne et du Cotentin à l'Aquitaine, à la Méditerranée, au centre, au bassin parisien, un peu de nuages tout de même, de la Manche orientale à l'Alsace. Côté température, demain matin,
Le minimum, il faudra le chercher à Rouen, 10 degrés, 15 à Paris, et le maximum, 22 comme minimum, 22 à Nîmes. Nîmes, d'ailleurs, tiendra la tête l'après-midi parce que 32 à Nîmes, le maximum prévu par la météo nationale, et le minimum, comme hier, 20 degrés à Cherbourg, 25 à Paris. Températures qui sont donc encore en légère hausse. Bonne nuit à vous. Bonsoir. La sauvegarde, l'assurance GMF pour tous. Grand Prix de France moto avec TF1 et Michelin en direct du Mans. En 250, le Français Ruggia à l'assaut de la suprématie Honda. En 500, le duel Lawson-Rennais arbitré par Kevin Schwantz, l'homme des exploits. Michelin, la technologie qui fait la différence. 250, 500, le Grand Prix de France moto en direct sur la Une.